Top. Quand vous voulez. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce nouveau séminaire de la Commission Intelligence Artificielle des Hospices Civils de Lyon. Désolé pour le petit bug de démarrage, mais ce coup-ci on a réussi à refaire un lien rapidement. Donc bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui c'est Pierre Fourneret qui va nous parler. Pierre est professeur de psychiatrie, de pédopsychiatrie à l'HFME. Et il nous a proposé ce titre un peu effrayant, je dois avouer, IA et santé mentale, la fin de l'individu. Donc si comme moi vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, restez en ligne. Alors, quelques détails pratiques, vous pouvez poser des questions sur le chat que je m'efforcerai de relayer à la fin de la conférence. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Pierre, je te laisse la parole. Ok, merci Pierre. Écoutez, donc, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis merci à Pierre Soujaubert de son invitation. Alors, c'est un peu une réponse à une invitation qu'on avait fait à Pierre il y a quelques mois de cela. Je pense que tu t'en souviens, Pierre, dans le cadre du Master 2, donc Culture et Santé, option philosophique. J'ai le plaisir de copiloter avec le professeur Élodie Giroux, qui a aussi été invité, que vous avez entendu précédemment, et puis Evelyne Lasserre, puisqu'on avait monté, dans le cadre d'un enseignement d'épistémologie, une matinée de réflexion autour des implications de l'IA, de cette fameuse intelligence artificielle, donc en santé. Et c'est vrai que Pierre m'avait un peu chatouillé autour des dernières avancées sur en tout cas sur les promesses de l'intelligence artificielle en santé mentale. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un espèce un peu de panorama, et puis peut-être, je l'espère, 2 ou 3 questions avec lesquelles on aura le plaisir d'interagir. Alors, peut-être en premier élément, bien préciser à chacun que je ne suis pas un spécialiste à proprement parler de l'intelligence artificielle, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense que c'est un sujet auquel aujourd'hui on ne peut pas faire d'économie, qui nous intéresse, qui nous passionne, qui parfois nous fait un peu frémir, comme l'a dit Pierre, voire un peu flipper, surtout quand on aborde ces questions un peu sensibles de la transposition de l'IA autour des troubles mentaux. Et je vais essayer très modestement de mettre un peu en perspective tout ça à travers quelques illustrations qui sont déjà des choses de la vie quotidienne. Et vous le savez aujourd'hui, les choses avancent très 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 vite dans les différents laboratoires et que il n'y a plus qu'un cheveu, j'ai envie de dire, entre ce qui se prépare dans les laboratoires et maintenant donc arrive sur la place effectivement donc grand public. Donc en petit préambule, juste pour resituer le contexte, c'est vrai qu'on a tous maintenant depuis une dizaine d'années cette thématique qui s'est invitée dans nos débats, dans notre débat sociétal, mais dans notre débat professionnel, avec de plus en plus de startups qui sont annoncées, comme celle que je vous propose ici, qui sont 2 startups françaises qui proposent, à travers une solution de machine learning, de pouvoir améliorer la prédiction du risque cardiovasculaire. Et une très belle étude qu'ils ont publiée récemment dans un gros journal de cardiologie sur la capacité à prédire, à travers un dispositif de machine learning, le risque de récidive soit d'un infarctus, soit d'un AVC ischémique, qui sont, vous le savez, 2 complications majeures dans le cadre des pathologies cardiovasculaires, qui, en 2022, reste, vous le savez, la première cause de mortalité au monde. C'est pratiquement donc 45% effectivement donc des décès dans le monde et un impact en termes de santé publique majeur avec un coût estimé annuel à plus de 210 milliards de dollars, donc ce qui est pas rien. Donc cette fameuse intelligence artificielle, autant on est tous fascinés quand on parle de ces applications en santé, en médecine somatique, que ce soit l'oncologie, la dermatologie, la naphate, l'hématologie, bien entendu. Quand on doit aborder les choses du côté des sciences du comportement, au sens large, et ou de la psychiatrie, les choses sont quand même un peu plus effectivement compliquées. Parce que même si la psychiatrie reste une discipline jeune, elle a aussi naturellement vocation à participer au débat, à la réflexion actuelle sur la médecine dite de précision. Et bien entendu, elle aimerait pouvoir disposer, comme pour la cardiologie, comme pour l'hématologie, de solutions de type informatique
computationnelle ou d'intelligence artificielle pour là aussi mieux prédire et mieux prévenir les pathologies mentales, les troubles qui restent aujourd'hui, en 2022, la deuxième cause de mortalité. Je pense que c'est important de le rappeler. Les troubles mentaux en population générale, c'est entre 15 et 17% de la population donc, mondiale. C'est le deuxième coût en termes de morbidité et mortalité, puisque je vous parlais de 210 milliards de dollars. Les coûts, effectivement, en santé mentale, c'est 201 milliards de dollars. Mais avec surtout des projections qui sont plutôt alarmantes, avec une explosion des difficultés et de la souffrance mentale, alors probablement accentuée, vous le savez tous, par les conséquences du Covid, mais on savait qu'on avait déjà cette tendance à la hausse avant la période, effectivement, donc 2020-2021, et certaines études et certaines projections pour les années 2040 font état d'un coût sociétal qui serait estimé, tenez-vous bien, à 16 000 milliards de dollars. Donc, c'est une explosion massive avec, de fait, des enjeux de santé publique et des enjeux sociétaux qui sont majeurs. Et on comprend tout de suite dans ce rapport de force la tentation et la motivation de nos gouvernements et en même temps aussi de chercheurs de s'attaquer à ce vaste, effectivement, sujet de la pathologie mentale en particulier, mais aussi de la souffrance mentale au sens large. Et là, c'est encore un autre domaine. Donc, ce fameux triptyque de l'intelligence artificielle, vous le connaissez tous, hein, basé sur cette triangulation entre données massives, puissance de calcul de nos ordinateurs et puis algorithmes effectivement prédictifs, et qui nous permettrait à terme de pouvoir proposer, toujours pareil, des traitements beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus ajustés aux difficultés spécifiques d'un individu, développés surtout dans un laps de temps beaucoup plus rapide et bien entendu à moindre coût. Donc, ça, c'est une chose, c'est encore une fois le credo de l'intelligence artificielle. Maintenant, quand on doit l'appliquer encore une fois à la santé mentale, qu'est-ce qu'il en est? Et on bute très rapidement, effectivement, au moins sur trois questions. Et c'est ces trois points que je vais essayer d'aborder un petit peu avec vous, qui sont des questions anciennes, hein, on y reviendra. La première, c'est tout d'abord, est-ce que le comportement humain en général et avec toute la subtilité des interactions sociales et de la, j'ai envie de dire, de la coloration émotionnelle de nos relations, peut-il être mis aussi facilement en équation qu'une tension artérielle, qu'une glycémie, qu'une imagerie effectivement mentale? Le deuxième point, c'est quelles que soient les promesses annoncées aujourd'hui et peut-être déjà avancées, on pourra y réfléchir, en tout cas en parler, si ces solutions qui commencent à émerger, qui commencent déjà à être accessibles au grand public, qu'elles peuvent, au prétexte de nous permettre de moins souffrir, est-ce qu'elles peuvent nous garantir d'aller mieux? Ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque là, vous voyez qu'on télescope la question de la définition même de la santé au sens de l'OMS, au sens du bien-être, et ça, c'est une autre ambition. Et puis, le dernier point, qui est là le point qui agite peut-être un peu plus la communauté médicale et surtout philosophique, et en tout cas des sociologues, c'est du fait de l'introduction et de l'utilisation de plus en plus rapide de solutions, j'ai envie de dire, à minima d'intelligence artificielle, ne serait-ce que par nos smartphones, excusez-moi, va-t-on tranquillement mais sûrement dans une espèce d'aliénation grandissante à ces solutions technologiques, perdre notre capacité de libre arbitre et notre capacité de choix. Et ça, c'est une vraie rupture qui est parfois, vous le savez, un peu fantasmée à travers le concept notamment de transhumanisme. Je vous renvoie sur les travaux de Kurzweil, on pourrait y revenir, mais aujourd'hui, c'est probablement cette question pour laquelle on trouve le plus d'éléments de discussion et qui a été notamment vulgarisé très récemment par ce bouquin, vous savez, de Yuval Harari sur les 21 questions pour le 21e siècle, que je vous conseille. Donc, Yuval Harari, vous savez, c'est cet auteur philosophe d'origine effectivement israélienne qui a écrit ce bouquin Homo sapiens, qui a été un vrai succès international et qui, lui aussi, essaie de réfléchir aux implications et aux retombées de ces nouvelles technologies dans notre vie quotidienne et dans notre rapport, entre guillemets, à la fois aux autres et à soi-même. Alors, avant d'aborder un petit peu tout ça, deux petits mots d'histoire. Encore une fois, si on revient sur la première question
du comportement humain, est-ce que celui-ci peut être mis en équation? Il ne faut pas oublier que c'est une vieille question, hein, c'est une vieille question de la philosophie qui a maintenant plus de 4 siècles derrière nous et qui a permis l'émergence de cette approche dite naturalistique, notamment donc fortement effectivement mis en avant par René Descartes, que je n'ai pas besoin de présenter, avec la volonté affichée de pouvoir à terme décortiquer les différents processus, les différents mécanismes mentaux qui portent la vision, l'audition, mais aussi des fonctions de plus haut niveau, de type métacognitive, comme potentiellement le raisonnement, l'entendement, voire la conscience. Et que cette ambition affichée, qui a aussi, vous savez, introduit le fameux dualisme descartien, hein, donc entre la séparation entre les émotions et la raison, en essayant de se concentrer sur la raison, a été largement repris un siècle plus tard par un philosophe et libertin de son état, notre fameux donc Delamettrie, à travers son ouvrage L'homme-machine, dans lequel il poussait plus en avant la question effectivement de cette naturalisation jusqu'à inspirer, et ça c'est un petit clin d'œil à je crois qu'il était horloger de son état, Vaucanson, qui a vécu, vous le savez, à Grenoble et qui a lancé en 1700 et quelques les premiers automates, comme le fameux canard, hein, qui tentait de modéliser la fonction digestive d'un canard, allant même jusqu'à proposer la question donc de la défécation. Donc vous voyez que cette question qui va introduire aussi cette approche très mécaniciste, comme je vous disais, mais aussi déterministe, hein, basée sur la compréhension des liens de causalité entre les différents processus, s'inscrit dans une démarche aussi très matérialiste, à savoir qu'on s'écarte de la question de l'esprit pur, de l'âme, pour aborder les processus physico-chimiques mesurables, quantifiables directement. Quelques siècles plus tard, avec les progrès de la technologie et l'explosion des techniques d'exploration donc du cerveau, de l'imagerie fonctionnelle, de l'IRM à tenseur de diffusion, de la magnétoencéphalographie, du PET scan et autres, on a maintenant, bien entendu, une cartographie et des cartographies de plus en plus précises de ces différents processus, avec potentiellement les différents réseaux neuronaux qui sont impliqués et qui permettent de fait de montrer une abstraction de plus en plus grandissante de ces capacités effectivement cognitives, qu'on va pouvoir aussi mettre là aussi en mathématiques à travers la question de l'approche cybernétique qui a émergé, vous savez, post-guerre, hein, avec notamment les premiers travaux de Turing et sa fameuse machine qui a permis de décoder la fameuse machine Enigma, hein, le codage pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout après les années 50, hein, la conférence de Massy aux États-Unis, la première rencontre interdisciplinaire entre à la fois cliniciens, mathématiciens, cybernéticiens, informaticiens, mais aussi psychologues et philosophes autour de comment attaquer le problème de la bête noire, comment attaquer le problème des sciences cognitives à travers des outils de conceptualisation de plus en plus, entre guillemets, donc élaborés à travers des modèles statistiques qui, là aussi, très rapidement, et on le voit de plus en plus maintenant, à travers, vous le savez, donc la puissance des ordinateurs qui double pratiquement donc, tous les 2 ans, hein, si on fait référence à la loi de Moore, mais en même temps avec le progrès aussi des statistiques, commence à dépasser, et pour certains ont déjà dépassé les modèles cliniques avec des simulations dynamiques de plus en plus fiables qui nous permettent d'envisager de rentrer dans cette médecine donc dite prédictive et de précision. Alors, les 2 illustrations que vous connaissez tous, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est cette fameuse approche computationnelle avec l'apprentissage donc en réseau profond, hein, les fameux deep learning, mais il y a 2 illustrations qui sont plus intéressantes et qui vont maintenant donc et qui sont incontournables. Ça va être la question robotique, c'est-à-dire que si on dispose d'architectures fonctionnelles de plus en plus élaborées, de structures effectivement de réseaux de neurones de plus en plus élaborés, la tentation, bien entendu, c'est de réimplanter ces architectures fonctionnelles, conceptuelles, sur des organismes physiques, et que l'approche robotique, aujourd'hui, profite pleinement de ces technologies computationnelles avancées
Et là, je vous présente donc un petit bonhomme qui s'appelle iCube. C'est un programme de recherche européen qui a été lancé depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait la chance d'avoir un robot iCube à Lyon, pas plus loin qu'à l'hôpital neurologique, en tout cas dans le cadre de l'INSERM, ex-unité 94, via Peter Dominé, qui est un robot qui progresse régulièrement parce que son logiciel d'exploitation est open access, donc il y a des dizaines d'équipes qui améliorent constamment les algorithmes, à la fois du traitement effectivement donc physique, et on voit par exemple sur cette image ce robot qui peut maintenant interfacer et qui peut parfaitement agir avec vous à travers des consignes simples de saisie et de manipulation d'objets. Là, on le voit prendre une balle. Et puis, ce qui est plus intéressant et plus bluffant, c'est l'image effectivement donc de droite, la capacité de la robotique dans l'approche développementale à pouvoir mimer et quelque part retracer une histoire de ce que pourrait être considéré comme un développement normal. Et certains d'entre vous le savent peut-être déjà, on manque encore de données effectivement très précises sur le développement de l'enfant, du petit humain, que ce soit sur le plan moteur ou linguistique. On a bien entendu des bornes statistiques, à quel âge l'enfant est censé maîtriser telle ou telle chose, mais le détail fin de cette séquence maturative et notamment de l'émergence d'un certain nombre de propriétés, ou qu'on pourrait dire des changements d'état, du jour au lendemain, il marchait à 4 pattes et le lendemain matin, il marche à 2 pattes. On est peu capable de les expliquer et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'approche computationnelle s'attaque directement à ces problèmes et une équipe japonaise, par exemple, a, à travers un robot développemental, permis de faire un bond et en tout cas un progrès très conséquent sur la question de comment la motricité et comment un robot développemental peut passer de la position assise à la position à 4 pattes et de la position à 4 pattes à la position debout. Donc, vous voyez que paradoxalement, la robotique va commencer à éclairer le développement humain et en même temps, dans cette espèce de circularité, plus on apprend aussi sur l'humain, plus on enrichit les modèles, dans un espèce de biomimétisme, on y reviendra, les modèles effectivement computationnels. Donc ça, c'est un domaine de recherche qui est émergent, mais qui aujourd'hui explose littéralement. Et je vous renvoie, bien entendu, vous connaissez tous les vidéos de Bunsen Dynamics, mais il y a des vidéos tout aussi troublantes sur des robots, effectivement, développementaux. Les Japonais sont très forts pour ça, qui sont parfois, là aussi, un peu voilà, ils peuvent déranger. Le deuxième point, c'est bien entendu la question de l'interface homme-machine. Et vous voyez donc sur l'image de gauche ce singe qui était effectivement implanté avec un système effectivement donc de décodage de son activité corticale traité par un algorithme qui permettait effectivement de commander progressivement donc un bras robotisé et après un certain temps d'entraînement, d'apprentissage, le macaque qui est parfaitement, effectivement, vous voyez, enfermé dans cette boîte effectivement transparente, est capable, par son activité mentale, de manipuler le bras pour pouvoir, effectivement, porter à la bouche un objet. Ça, c'était les années 2009. Vous voyez que 6 ans plus tard, on a une des premières patientes, là c'est une patiente d'origine américaine qui avait une maladie neurodégénérative, qui a été elle-même implantée. Et là aussi, après un certain temps d'entraînement, vous voyez qu'elle est capable de maîtriser ce robot et ce bras articulé pour pouvoir manipuler des objets, ce qui lui était incapable et dont elle avait perdu effectivement donc l'autonomie depuis des années pour porter par exemple ne serait-ce que une bouteille effectivement à sa bouche. Et puis vous voyez que 2 ans plus tard, ça va très vite. C'est cette accélération auquel on est tous confrontés aujourd'hui, parce que je pense que vous l'avez reconnu, notre charmant Elon Musk, qui a créé, vous savez, cette société dont on entend beaucoup parler, Neuralink, qui a justement pour ambition d'avancer dans ces puces, dans cette hybridation homme-machine et dans cette capacité à pouvoir interfacer notre cerveau biologique avec des solutions de silicium pour améliorer nos capacités. C'est cette notion d'empowerment que vous connaissez tous. Alors ça peut toujours paraître, on peut toujours un peu en sourire, mais vous savez généralement que quand Elon s'attaque à un problème, il y met des moyens et les choses peuvent aller bien plus vite qu'on ne le pense. Donc à surveiller à mon sens de près. Mais
Il n'y a pas que les États-Unis. Là, c'est là aussi une autre illustration qui part d'une histoire malheureusement bien plus tragique. Hein, cette femme française, Priscille Déborah, qui était une jeune maman qui, en 2006, après des années de souffrance du fait d'une pathologie dépressive, fait un passage à l'acte suicidaire. Elle se jette sous une rame de métro. Heureusement, malheureusement, elle s'en sort au prix, vous voyez, donc d'une amputation d'un bras et de deux jambes. Et cette femme a participé très rapidement à un projet, effectivement, d'interface, là aussi robotisée, cerveau-machine. De mémoire, je crois que c'est à travers des équipes de Montpellier qui ont considérablement amélioré l'efficacité des algorithmes et la fluidité et l'aisance de manipulation de ces bioprothèses. Vous pouvez d'ailleurs la voir, elle a fait une conférence TEDx sur YouTube, je vous ai mis le lien, et elle vient de récemment publier cet ouvrage où elle montre bien aujourd'hui la capacité de ces interfaces homme-machine à avoir dépassé et avoir quelque part un peu fait voler un peu en éclats les réticences, les craintes et les frayeurs que beaucoup d'entre nous avaient avec la question donc d'un esthétisme maintenant de ces bioprothèses qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, sympathiques à regarder et à manipuler qu'avant, et au point même où certains parlent de désirabilité sociale. Et c'est assez intéressant de l'avoir parlé de sa capacité de rebond à travers effectivement donc cette implantation donc de type de prothèse et comment paradoxalement, tout en étant amputée, elle se sent une femme aujourd'hui bien plus libre, bien plus autonome et bien plus désirable qu'elle ne l'était avant quand elle était simplement équipée de ses bras naturels. Et c'est ça aujourd'hui qui peut venir un petit peu déranger, qui peut faire bascule et sur lequel les sociologues commencent à s'interroger de plus en plus et les sociologues avec nos amis philosophes. Alors, dernier point, parce que si les interfaces deviennent de plus en plus désirables, ça veut dire qu'en parallèle, on augmente l'acceptabilité sociale. Et une bonne illustration, pour que tout le monde voit aussi que ça touche toutes les tranches d'âge, là, c'est simplement ce fameux robot, le robot Paro, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, hein, qui se présente sous la forme d'un petit phoque, comme vous le voyez, qui est bardé de capteurs et qui est capable effectivement de mimer des émotions, de mimer des actions et de réagir en interaction avec les stimulations, notamment sonores et tactiles, que la personne qui le manipule peut lui proposer. Et c'est vrai que ce robot a été rendu célèbre parce qu'il y a eu des expérimentations tout à fait intéressantes auprès de personnes souffrant de pathologies, donc de la sénescence, de pathologies de type Alzheimer, où on pouvait observer chez ces personnes qui manipulaient quotidiennement et au bout d'un certain temps ces robots, à la fois une diminution de l'anxiété, une diminution des comportements parfois d'irritabilité, voire d'agressivité, hein, auto- ou hétéroagressif, qui caractérisent, vous le savez, l'évolution de la maladie d'Alzheimer et qui peuvent parfois gêner la prise en charge de ces personnes dans les structures qui les accompagnent auprès des soignants. Et ça fait partie des petits robots pour lesquels on commence à avoir des études validées, randomisées et contrôlées, donc qui commencent à upgrader encore une fois donc, le type de conclusion que l'on peut faire effectivement de ce type de travaux et qui sont intéressants et qui montrent bien encore une fois que de plus en plus il va falloir quelque part compter avec ces nouveaux outils qui commencent à arriver. J'aurais pu vous parler aussi d'un certain nombre de solutions robotiques, informatiques qui sont proposées, vous le savez maintenant, pour les enfants souffrant de pathologies autistiques. Et j'ai eu le plaisir, il y a quelques années de cela, de participer justement avec l'équipe de Peter Dominé à un petit travail qu'on avait mené conjointement avec des chercheurs sur l'aspect quanti, mais avec des anthropologues et des sociologues sur l'aspect quali, sur l'implantation d'un robot qui s'appelle le robot Réti dans un hôpital de jour pour enfants donc souffrant de troubles autistiques, à la fois du côté, est-ce que le robot pouvait faciliter quelque part l'interaction de l'enfant avec une interface de type robotisé, et notamment en lui permettant de mieux exprimer de manière non verbale ses capacités ou ses compétences, notamment au niveau de la reconnaissance des émotions, mais aussi, et en parallèle, la capacité des équipes à potentiellement accepter, utiliser, et quelles étaient les représentations que pouvait susciter l'utilisation, l'implantation d'un tel outil dans un programme d'accompagnement effectivement pour enfants autistes, avec le fameux fantasme, encore une fois,
est-ce qu'à terme, nos professions, alors pas tant médicales, mais en tout cas paramédicales, vont disparaître au profit de ces solutions de type robotisé? On en est loin, je vous rassure. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Et fort de toutes ces découvertes, aujourd'hui, bien entendu, la tentation est très grande pour les chercheurs qui travaillent dans ces différentes disciplines de s'attaquer à la question des processus de plus haut niveau, que sont la question du raisonnement et du raisonnement conceptuel, certains allant même jusqu'à vouloir commencer à réfléchir à la question de la conscience et de l'émergence de la conscience ou de la co-conscience. Vous voyez que ça dépasse aujourd'hui des questions philosophiques qui nous animent depuis l'Antiquité, mais qui s'invitent maintenant directement dans la paillasse des laboratoires et que l'on va mettre en équation. Mais jusqu'à présent, il faut dire quand même que les équipes butaient. Parce que autant on a progressé sur les logiciels, autant on a progressé sur les ordinateurs, sur les procédures de traitement du signal et algorithmique, autant il nous manque quand même un canevas, quelque part, psychologique, ou en tout cas des théories suffisamment simples, mais en même temps exhaustives du fonctionnement mental. Et ça, c'est pas rien, parce que vous savez que la psychiatrie a été traversée d'approches théoriques différentes, entre les approches psychodynamiques, mais beaucoup plus centrées sur la question de la subjectivité intrinsèque du sujet, la question des approches cognitivo-comportementales, très inspirées après les années 50 de ces approches effectivement donc computationnelles, mais que jusqu'à présent on n'a pas de théorie stricto sensus acceptée et validée comme telle, et cette absence effectivement de connaissance bute un petit peu parce que sans connaissance, sans cadre conceptuel à la fois suffisamment réducteur pour être mis en équation ou implanté sur une robotique, on butait un petit peu et ça manquait. Mais certains, effectivement, psychologues se sont attelés à la tâche et paradoxalement, par le détour de ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroéconomie, ont proposé des approches conceptuelles dont se sont beaucoup inspirés et s'inspirent depuis beaucoup les chercheurs en informatique et en intelligence artificielle parce qu'elles ont permis effectivement de contourner, voire dans certains cas de dépasser les choses. Donc on va faire un petit détour par ces approches parce que c'est important de vous en parler. Ce sont des choses qui sont entre guillemets relativement récentes, même si ça date à peu près d'une vingtaine d'années. Elles sont restées assez confidentielles. Après, je vous dis, beaucoup plus exploitées dans le cadre de l'ingénierie financière et notamment donc, de l'économie de marché. C'est pour ça qu'on parle de neuroéconomie. Mais aujourd'hui, elles ont vocation à s'étendre à des domaines beaucoup plus larges. Et la première de ces théories, c'est le travail que l'on doit donc à un psychologue de l'université de Princeton, Daniel Kahneman, certains d'entre vous peut-être le connaissent, qui a été prix Nobel d'économie alors qu'il est psychologue, je crois que c'était en 2012, et qui, à travers tout un travail qu'il a mené conjointement avec plusieurs chercheurs autour de la capacité de tout un chacun à pouvoir utiliser un raisonnement dans certaines situations donc, de la vie quotidienne ou dans certaines situations de dilemme, a formalisé, alors certes de manière très réductrice, on en conviendra tous, cette modalité de fonctionnement binaire du fonctionnement cognitif qui permet effectivement quelque part de mimer ou d'anticiper ou de simuler énormément, je dis bien énormément, de nos comportements humains, même ceux que l'on pourrait considérer comme les plus élaborés. Alors ce système, il est composé de deux étages. Le premier étage, c'est ce fameux système de niveau 1. Alors c'est un terme un peu froid, mais il explique comme tel. C'est un système qu'il appelle un système heuristique, c'est-à-dire que notre cerveau fonctionnerait en permanence sur deux niveaux, sur deux flux d'informations. Un flux quasi permanent, fait de pensée automatique, qui alimenterait un système de connaissances qu'on appelle heuristique. Et ce système de connaissances heuristique, automatique, qui alimente l'essentiel de notre flux mental, serait un système excessivement rapide et qui permettrait de donner l'illusion d'une forme de cohérence à plein d'actions que l'on fait ou que l'on croit faire de manière consciente, mais qui sont bien plus réalisées à un niveau automatique
ou en tout cas préconscient. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est la technique, par exemple, du chirurgien qui va apprendre une certaine technique et puis au bout d'un certain temps, il aura tellement effectivement acquis une expertise dans cette technique qu'il va complètement automatiser son geste et qui pourra parfaitement, dans le cadre de son opération, parler éventuellement de son week-end ou de ce qu'il a fait effectivement la veille sans que ça vienne perturber son geste. Sauf s'il y a un imprévu. Parce que ce système heuristique, outre le fait d'alimenter en permanence notre flux de pensée, il a la vocation aussi à anticiper en permanence la question du retour de l'expérience. C'est-à-dire qu'il est toujours un coup en avance sur le résultat perçu par la personne et dont elle pourrait, oui ou non, prendre conscience. Je passe là assez rapidement, on pourra en reparler en détail. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, l'anticipation automatique, inconsciente de votre cerveau sur l'attendu de l'action qu'il a lancée ne correspond pas à son intention, le système est censé s'arrêter. Vous avez à ce moment-là une prise de conscience et vous basculez automatiquement sur un système, le système 2, qu'il appelle le système algorithmique, qui est celui de la pensée justement consciente, de la pensée réfléchie et de la pensée logico-mathématique. Et donc, pour Daniel Kahneman, notre raisonnement bascule en permanence sur ces deux jambes, système 1, système 2, le système 1 étant très efficace parce que rapide, mais malheureusement peu fiable. Le système 2 étant, lui, beaucoup plus lent parce que passant par la procédure effectivement de conscientisation effectivement donc de la réflexion, mais étant beaucoup plus fiable après dans les hypothèses ou les déductions qu'il peut faire. Et ce switch permanent doit être régulé par un système d'arbitrage, ce système d'inhibition qui a été aussi formalisé ou en tout cas injecté dans le modèle de Kahneman par un chercheur français qui s'appelle Olivier Audet. Et ça, pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez bien compris que le système algorithmique, tel qu'il est proposé par Daniel Kahneman, inspire et s'inspire aussi beaucoup des approches computationnelles et a enrichi considérablement aussi la création des architectures qui sont implantées dans la cadre des réseaux de neurones. Et ça, c'est intéressant parce que il estimait, on y reviendra, que ce système, considéré comme plus fiable, permettait justement de dépasser la question des préjugés qui sont souvent le fait de notre système heuristique et qui explique aussi que l'homme, tout en étant un être dit rationnel, fait beaucoup d'erreurs de jugement et paradoxalement fait beaucoup d'erreurs liées à des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs qui sont le fait de ce système heuristique, ils sont effectivement, techniquement parlant, gênants. Ils peuvent faire prendre à l'individu de mauvaises décisions et ça peut avoir bien entendu un coût, que ce soit en santé ou autre. Et derrière les travaux de Kahneman, c'est aussi la capacité à améliorer ça, à dépasser ces biais cognitifs et quelque part à s'affranchir d'une certaine façon de ce système heuristique pour ne se concentrer que sur ce système algorithmique. C'est le premier niveau de réflexion. Et puis, parallèlement à ça, toujours pareil, un autre psychologue qui, lui aussi, comme par hasard, a été prix Nobel d'économie, on pourrait y revenir et je pourrais vous expliquer pourquoi. Ça, ce sont les travaux de Richard Thaler, qui, partant des mêmes constats, que la logique humaine n'était pas suffisante, que malgré toutes nos bonnes intentions, on ne pouvait pas toujours les traduire par des comportements positifs, s'est posé la question de lui, comment justement faciliter, comment faire un peu levier et comment faire un peu bascule de ce système 1 à ce système 2, soit de manière consciente, mais là c'est toujours un peu compliqué parce que ça pose la question de l'apprentissage, et qui dit apprentissage dit il faut prendre du temps, et qui dit prendre du temps, ça veut dire que parfois pour certains c'est perdre du temps, et ou au contraire de manière inconsciente, et c'est là où la question devient un peu plus subtile, et il a développé ce qu'on appelle la théorie du nudge. Le nudge, ça veut dire coup de pouce en anglais, c'est-à-dire c'est comment permettre à un individu d'améliorer ses décisions sans pour autant qu'il en soit toujours conscient. C'est grosso modo vous amener à faire un choix en étant progressivement orienté vers ce choix par des techniques d'accrochage, d'amorçage, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient effectivement non cognitives, et qui vous amènent à prendre une décision en étant persuadé que c'est vous qui la prenez, mais en étant quand même un petit peu mené par le bout du nez à travers des techniques qui peuvent être exploitées et qui sont d'ailleurs exploitées aujourd'hui par le marketing ou par un certain nombre d'économistes en santé, d'où le prix, effectivement, excusez-moi, d'économistes, d'où le prix Nobel. On pourra y revenir. Donc,
Ces deux théories ont permis, encore une fois, de faire un bond, ou en tout cas de faire progresser de manière très significative les modélisations, ou en tout cas la capacité, encore une fois, aujourd'hui, à ajouter à cette triangulation de l'IA une troisième brique qui est celle de la psychologie, en tout cas d'une modélisation cognitive simpliste, réductrice, mais qui pour autant peut rendre compte de bon nombre de nos comportements en situation quotidienne. Alors, quand on évoque ça, je pense qu'il ne faut pas être non plus dupe de l'arrière-fond, encore une fois, économique, politique et sociétal que cela sous-entend. Et c'est pour ça que il est important d'avoir toujours un peu ça, à mon sens, en tête, parce que derrière, effectivement, ces applications, en tout cas derrière la récupération de ces connaissances pour l'application de l'IA dans les sciences du comportement, eh ben, on retrouve un petit peu ce triptyque aussi, ou en tout cas ces trois ambitions, à savoir dépasser ou contourner les biais cognitifs, hein, toujours pareil avec l'idée d'optimisation de la décision. Donc, l'idée, c'est de faire aux gens le plus de choses possible au moindre coût pour un résultat de plus en plus efficace, et en essayant de limiter au maximum la question du hasard ou des aléas, avec, comme je vous le disais, soit des techniques d'apprentissage conscient, soit des choses que l'on va faire de manière beaucoup plus automatisée, de manière beaucoup plus rapide, en jouant beaucoup sur les ressorts, effectivement, donc préconscients de la personne, et en utilisant justement, à travers la question des solutions d'IA, des techniques, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de manipulation cognitive que les gens pourraient bien entendu utiliser de manière consciente, ou, encore une fois, pourraient utiliser sans forcément, effectivement, s'en rendre compte. Avec toujours pareil, la tentation, si on va et si on pousse la logique un peu plus loin, voire jusqu'à son bout, de s'affranchir à un moment donné du système de décision eux-mêmes. Et si l'ordinateur devient de plus en plus performant et qui nous permet effectivement de gagner du temps pour nous amener à faire des actions de plus en plus efficientes, pourquoi, grosso modo, pas lui délocaliser, ou en tout cas lui déléguer de plus en plus de pans de notre réflexion, de notre entendement ou de notre capacité effectivement décisionnelle. Encore une fois, toujours pareil, dans ce souci d'optimisation et de fiabilité. Alors, la bonne illustration, on pourra y revenir, et pourquoi ils ont été prix Nobel d'économie, c'est que vous savez que la finance était avant gérée par des banquiers. Elle a glissé à partir des années 80 à ce qu'on en appelait des financiers, les financiers étant très souvent des mathématiciens, ou en tout cas des statisticiens. Et puis aujourd'hui, c'est plus tant la question des mathématiciens ou des statisticiens que celle des informaticiens, puisqu'on est à l'époque du trading, vous savez, donc à haute fréquence, c'est-à-dire que les variations en bourse ne sont plus passées comme on le faisait avant autour d'une corbeille avec les vendeurs, vous savez, et les traders qui hurlaient dans un bois donc infernal. C'est carrément des ordinateurs qui traitent des centaines, des milliers, des millions d'informations à la seconde et qui sont capables de prendre des décisions très rapides, bien plus rapides qu'un cerveau humain, et d'analyser, ou en tout cas de faire des modèles de prédiction bien plus effectivement performants que ce que pourrait faire le cerveau humain. D'où des gains d'efficacité et des gains, et avec, on pourrait y revenir, des aspects parfois un peu éthiques, un peu moraux, qui peuvent interroger. En tout cas, comme je vous le disais, l'arrière-fond un peu tout ça, et je trouve que c'est toujours un clin d'œil, c'est deux philosophies qui sont en train aujourd'hui clairement de se dessiner et, pour ne pas dire s'affronter, et on va voir qu'on va retrouver probablement un axe de crispation Est-Ouest. Et là, c'est d'un côté l'approche libertarienne, beaucoup plus portée, défendue par la philosophie du sujet des territoires, entre guillemets, donc de l'Ouest, versus une approche qui se voudrait beaucoup plus centralisée, qui serait beaucoup plus portée par les territoires, effectivement, du Levant, et qu'on peut parfaitement illustrer à travers les deux approches des plateformes de type Uber. Donc, côté anglo-saxon, vous la connaissez, et peut-être que vous ne la connaissez pas, la plateforme Didi, qui est l'équivalent de Uber pour la Chine et les pays asiatiques. Et derrière ces deux approches, eh bien, vous avez d'un côté l'approche libertarienne qui est plutôt inspirée de la théorie du nudge, à savoir qu'on laisse quand même à l'individu un ensemble de choix possibles,
tout en le poussant tranquillement mais sûrement vers la solution qui lui semble la plus souhaitable. Et là, il y a carrément donc un concept qu'on appelle le concept de spot market. La meilleure illustration, vous le savez, c'est quand vous faites un choix sur un logiciel donc, de déplacement urbain, vous pouvez avoir 2 voire 3 trajets qui vous sont proposés avec simplement donc l'information donc de temps, et vous êtes censé effectivement choisir nécessairement le temps qui va le plus court, mais c'est pas forcément parfois le trajet le plus agréable. Donc ça, c'est une indication, mais grosso modo, c'est vous qui faites le choix, même si on vous suggère un certain nombre de choses, versus une approche qui se veut, elle, beaucoup plus directive, beaucoup plus centralisée, où on impose directement à l'individu qu'un seul degré de décision, c'est celle-ci, parce que c'est celle-ci qui est la meilleure. Et ça, c'est la technologie, en tout cas la philosophie du dispatch, et c'est vrai qu'elle est bien plus défendue, elle est bien plus portée, incarnée aujourd'hui, même si on a souvent un peu tendance à caricaturer les choses, par les solutions informatiques qui sont proposées non pas par les GAFAM, mais plutôt par les plateformes et l'équivalent du GAFAM en Chine, c'est Baltax, c'est Baidu, Tencent, Alibaba et puis Xiaomi, je crois, et qui sont effectivement donc beaucoup plus effectivement centralisés. Mais derrière tout ça, c'est quand même 2 approches qui sont mises au service d'une seule vision, qui est la réémergence, ou en tout cas le triomphe actuel du concept d'utilitarisme, qui est un concept qui, vous voyez, est issu de la philosophie morale du 19e siècle, qui est elle-même inspirée donc d'un philosophe moraliste qui s'appelle Bentham, où derrière, effectivement, la question de on veut le bonheur pour tous, mais il faut quand même toujours que ça soit identifié à travers l'intérêt de l'individu, même si, bien entendu, après, cet intérêt individuel, il doit être mis au service du collectif. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est aussi l'émergence, en tout cas le triomphe de la notion du plaisir, en tout cas de la satisfaction immédiate de ses désirs, et avec le côté que plus on a rapidement un niveau de satisfaction immédiat, plus on peut espérer effectivement aller mieux. Ça, c'est c'est même pas la paraphrase, c'est entre guillemets, c'est celle de mine. On trouve d'autant mieux le bonheur qu'on le cherche le moins. Donc, si on peut nous aider à le chercher tranquillement sans y réfléchir, ça serait encore mieux. Et ça, cet arrière-fond, il est permanent parce que ça tiraille. Il y a des débats assez enflammés sur ces 2 approches et puis les conséquences que ça peut avoir en termes sociaux et encore une fois politiques. Alors, très rapidement, parce que le temps passe, et les illustrations en santé mentale, il y a 2 niveaux, effectivement, aujourd'hui qu'on peut définir. À la fois l'amélioration sur la technique de détection et d'analyse des signaux faibles, dans l'idée, encore une fois, donc d'améliorer le diagnostic positif et différentiel. Et puis, donc là, tout le monde est content, d'une certaine façon. Et puis, le deuxième niveau, c'est la détection et l'analyse d'intention, qui n'est pas la même chose, où là, on rentre directement dans la prédiction et l'anticipation de comportements, alors qu'on pourrait dire de comportements à risque, mais qui ne seront pas à terme que des comportements à risque du type suicidaire, qui vont pouvoir aussi impacter, par exemple, la question du choix amoureux, ou la question du conjoint, ou la question, par exemple, du juge que vous allez chercher, ou du travail, ou du job que vous allez effectivement vouloir cibler. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup de travaux qui existent à travers ces technologies de machine learning qui sont directement, là c'est un exemple, appliquées par exemple à la quantification et à la paramétrisation de l'analyse visuelle d'expression émotionnelle pour pouvoir identifier sur des interfaces, encore une fois, donc algorithmiques, et déduire à travers l'expression de la face l'ouverture des yeux, l'ouverture de la bouche, la petite piqûre du zygomatique au niveau de la bouche, mais aussi couplé maintenant avec des techniques d'analyse du discours, quel peut être l'état émotionnel de la personne, et en déduire en fonction de ça, et bon, potentiellement, ses intentions. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Et ces logiciels, aujourd'hui, ils sont là, ils existent, ils sont bien entendu développés au sein des universités, mais ils commencent pour certains à basculer sur des solutions effectivement donc, de type économique qui vous permettent de repérer et d'aider la question du diagnostic positif ou différentiel de pathologies psychiatriques lourdes, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et ces modèles s'enrichissent à la fois de techniques visuelles, mais aussi de techniques d'imagerie. Par exemple, là, à travers des études, à travers l'imagerie, ne serait-ce que cérébrale, fonctionnelle et structurelle, on améliore la prédiction et la capacité discriminative de la schizophrénie versus trouble bipolaire à plus de 88%, ce qui est énorme.
Et vous voyez que là, un travail beaucoup plus récent qui combine approche biomarqueurs biologiques et immuno-inflammatoires, marqueurs cognitifs et imagerie, vous augmentez encore effectivement donc les scores. Là aussi, plus on croise des données, hein, c'est pour ça qu'il y a la tentation de l'information complète, hein, plus vous croisez des données, imagerie cérébrale, ce qu'on peut glaner aussi sur les échanges des personnes qui se prêtent à ces études sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, l'analyse de ce qu'elles écrivent, l'analyse des messages qu'elles laissent, en tout cas des discussions aussi téléphoniques qu'elles acceptent qu'on enregistre, les données socio-économiques, plus vous brassez de l'information en grande quantité sur de grandes populations, et bien plus vous augmentez la capacité prédictive de ces algorithmes avec, vous voyez, la question aujourd'hui de pouvoir repérer, avant même que la personne soit consciente qu'elle est en difficulté, la question d'un premier risque psychotique, d'une décompensation psychotique à hauteur de 73%, ou la question de la survenue de la dépression, encore une fois, avant même que la personne puisse, elle, identifier le fait qu'elle soit déprimée ou qu'elle se pose la question qu'elle soit déprimée, on a des algorithmes qui ont une capacité, à la fois une spécificité et une sensibilité qui tournent pour certains à 94%. Donc vous voyez bien que la tentation, elle est forte d'utiliser ces solutions. On y reviendra, surtout dans un contexte d'économie ou de pénurie, effectivement, des personnels soignants. Autre illustration, c'est pour vous montrer que ça touche pas que le domaine de la santé, mais c'est la question, par exemple, de l'anticipation du stress post-traumatique, qui est une grosse problématique, par exemple, des forces militaires. Et là, vous voyez, ce sont les travaux de la DARPA. La DARPA, c'est l'agence de recherche américaine qui injecte des millions dans ces solutions informatiques et qui permet, par exemple, aujourd'hui, de repérer avant même qu'un soldat soit envoyé sur un théâtre d'opération, sa sensibilité au risque de développer ultérieurement un stress post-traumatique. Donc là, il y a la question effectivement de l'accompagnement et de l'anticipation, mais il développe de plus en plus des interfaces. Il y a ce fameux DCAPS qui permettrait de suivre en direct un certain nombre de capteurs, le sommeil, le niveau effectivement donc d'échange et des discussions de l'opérateur, même sur son théâtre d'opération, pour anticiper s'il ne va pas très bien et surtout l'accompagner et le guider derrière pour prendre des bonnes décisions pour pas que ça nuise après à ses compétences ou à ses capacités. Donc il y a aussi la question de l'optimisation, excusez-moi, du guerrier qui se joue maintenant sur la recherche dans ces applications militaires. Autre élément, ça aussi, la question de la justice. La justice n'échappe pas à ça. Ça, ce sont des travaux qui sont liés à l'Université du Michigan sur des enregistrements visuels, des techniques d'interrogatoire et des analyses effectivement donc de procès. Ils ont été capables de formaliser un algorithme capable de repérer de manière très spécifique la capacité d'un sujet à dire potentiellement la vérité versus à dissimuler ou à dire effectivement quelque chose qui ne peut pas être considéré comme la vérité. Je passe, on peut y revenir. Mais vous voyez, là, on croise maintenant les techniques d'analyse visuelle, les techniques de discours, les attitudes non verbales, qui sont encore une fois toutes mises en équation, paramétrées. Vous voyez que là, on peut utiliser aussi des choses qui indiquent avec des caméras thermiques. Et vous voyez que le nez, hein, c'est l'illustration de Pinocchio, hein, c'est que le menteur, il semblerait que le menteur ait des variations donc, de vascularisation au niveau du nez qui soient beaucoup plus rapides que le sujet non menteur. Donc, grosso modo, on pourrait repérer un menteur en utilisant simplement des techniques donc de caméra thermique et en focalisant sur la vascularisation de son nez. Donc, autre illustration, c'est la technique de prédiction d'intention. Et là, on est dans l'anticipation de comportements à risque. Donc là, en santé mentale, c'est la question du risque suicidaire. Hein. Comme je vous l'ai dit, la dépression, c'est une des pathologies les plus fréquentes qui a littéralement explosé avec le Covid. Et la principale incidence de la dépression, c'est le risque suicidaire. Et bien, vous voyez qu'on a des solutions d'intelligence artificielle aujourd'hui qui seraient capables d'anticiper la question du risque suicidaire à hauteur de 78%. Et vous voyez que l'efficacité de l'interface IA est supérieure à celle d'un clinicien senior, puisque le clinicien senior, il anticipe ça à 63%, et effet de l'âge, on est effectivement un peu supérieur à nos internes, puisque les internes, une fois sur deux, ils se trompent. Mais c'est là où ça peut peut-être un peu faire frémir, ces solutions d'IA ont été implantées sur des robots, et là vous avez l'interface Oxmiv, qui a été développée par l'Université de Corée du Sud, hein, l'Université de Pyongyang, et qui a eu un programme expérimental lancé en 2012 de surveillance
des comportements à risque en population carcérale, où vous avez ce robot qui se déplace et qui est capable de se brancher devant les différentes cellules des individus pour repérer et avoir une séquence effectivement d'analyse et potentiellement anticiper un passage à l'acte, d'accord, ou en observation directe dans des salles communes. Et ça, nécessairement, derrière, ça fait fantasmer beaucoup de personnes parce que si on peut délocaliser, si on peut s'affranchir d'un certain nombre de tâches automatisables, dans un contexte, encore une fois, de raréfaction, notamment des cliniciens, de forte demande, comme illustre la Covid, la tentation, encore une fois, est grande de pousser un peu le bouchon. Et là, par exemple, il y a une étude qui a été faite à l'Université de Bordeaux, qui a été publiée récemment, donc en 2021, l'étude du professeur Touzio, qui, sur un suivi de cohorte de 6 ans, donc de 2013 à 2019, donc avant la période du Covid, sur 5600, je crois, donc étudiants, a été capable de pouvoir anticiper de manière prédictive le risque à la fois dépressif d'étudiants et surtout le risque de passage à l'acte, avec des indicateurs considérés comme performants, qui peuvent enrichir nos techniques d'interrogatoire, mais qui pourraient parfaitement être portés maintenant et être interfacés par un smartphone. Je passe assez rapidement. La justice, il faut, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais depuis 2020, il y a un décret qui permet aujourd'hui donc à la justice française de réfléchir à l'utilisation de technologies de type IA pour améliorer les capacités de traitement, voire de prise de décision, de jugement. Ça s'appelle DataJust en France. C'était un programme expérimental pendant 2 ans. Je crois savoir que les résultats ne sont pas complètement concluants et qu'il y aurait en tout cas en France une pause. Mais aux États-Unis, il y a énormément de cours juridictionnels qui s'appuient sur des solutions comme ça et qui n'hésitent pas aujourd'hui donc à déléguer des tâches de type jugement, pas que analyse effectivement donc des indemnités à des solutions de type intelligence artificielle. Pour ceux qui nous écoutent aussi, il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre des ressources humaines. Il y a 2 startups qui font beaucoup parler d'elles. Alors, pas tant ZipRecruiter, mais surtout Humanize, qui propose non pas tant à l'individu de trouver le job, effectivement, donc le plus rapide, le plus, entre guillemets, donc intéressant financièrement, mais qui promet à l'individu de trouver le job qui lui convient. Ce n'est pas la même chose. Donc, on est en train d'inverser la bascule. Et ça, il y a des études qui disent qu'aujourd'hui, est-ce que ça explique aussi une telle fluidité du marché de l'emploi dans les pays nord-américains, en particulier aux États-Unis, même si ça a été accentué, vous savez, par la crise, là aussi Covid, les anglo-saxons utilisent un terme, c'est le big quit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'individus qui passent par ces interfaces et qui prennent conscience que le job dans lequel ils étaient, c'était peut-être pas le meilleur job qu'ils devaient faire, dans lequel ils pouvaient déployer leurs compétences, et Humanize vous propose un petit peu ça. On avance rapidement. Bon, les sites de rencontres n'échappent pas à ça. Certains vous promettent que non seulement vous avez des unions vous faites un meilleur match aujourd'hui entre les couples, hétéros comme homosexuels, mais non seulement vos unions seront plus stables, et ça c'est un autre élément, c'est que ça favorise aussi le brassage interethnique, et ça c'est très tendance dans les pays anglo-saxons. Bon, le dernier, parce que c'est difficile de ne pas l'évoquer, la question des chatbots. Je pense que certains d'entre vous ont vu ce film, Her, de Spike Jonze, où notre acteur tombait amoureux de la voix de Scarlett Johansson, donc Joaquin Phoenix, mais c'est pas que de la fiction, parce que vous avez Xaxoys aujourd'hui, vous la voyez aujourd'hui, c'est un système effectivement d'opérateurs relationnels intergénérationnels. Ça, c'est attention assez technique, parce que c'est pas qu'un chatbot, c'est-à-dire que comme elle analyse en permanence, comme l'algorithme analyse en permanence le contenu des discours de millions d'individus et de millions d'utilisateurs dans le monde, elle est capable d'avoir un niveau de précision genré, émotionnel, assez important, et maintenant intergénérationnel, c'est-à-dire qu'elle adapte aussi les choses, elle est capable de suivre le niveau d'évolution des discours en fonction de l'âge de l'individu. Donc vous voyez qu'on en est à la 6e génération, c'est développé par Microsoft, et ça explose. Aujourd'hui, vous avez 600 millions d'utilisateurs de cette interface XAOC, dont une grande majorité d'hommes, ça on pourrait y revenir, c'est aussi des biais qu'on peut voir. Il y a pour certaines choses beaucoup plus d'hommes qui sont sensibles à ça que de femmes.
Alors, je termine sur la question de est-ce qu'on va se séparer des psys au sens humain du terme, est-ce qu'on va évoluer vers des chatbots? Voilà, c'est ce que certaines startups qui existent, hein, alors elles ne sont pas encore accessibles en France. Vous en avez une qui s'appelle Webot. Hein. Alors, ça, c'est intéressant parce que je vous le traduis, hein, le message, c'est bien entendu, le rêve, c'est accessible H24, sans médicaments, donc plus besoin d'avoir des médicaments. Donc, pour ceux qui étaient contre les psychotropes, c'est très bien. Et puis, surtout, ça fait un petit clin d'œil, pas besoin d'aller se coucher pendant des années en analyse. Hein. Donc, quand ils vous disent no couch, c'est la référence au divan analytique ou aux trucs et astuces, hein, quand ils parlent de trucs infantiles, de stuff infantile. Ça, c'est des techniques TCC qui sont un peu caricaturées. Et donc, eux, ils n'hésitent pas à dire que leur solution d'autosupport thérapeutique est bien plus intéressant et bien plus performant, notamment auprès des adolescents. Et puis, bon, après, il faut aller voir, quand vous allez voir un peu l'interface, ça peut faire un peu sourire, en tout cas, mais vous avez des choses qui sont maintenant beaucoup plus bluffantes, et ça, vous avez Replica, qui arrive aujourd'hui. Alors, vous voyez, ça, c'est de l'informatique, hein. Vous avez le sentiment que c'est une photo, mais non, ça, c'est typiquement de la simulation informatique, et c'est assez bluffant. Et là aussi, ça vous promet l'écoute, l'attention permanente, H24, quelqu'un qui peut être le réceptacle de vos mal-être sans que vous ayez besoin d'aller voir un psychiatre, de faire l'effort d'aller voir une tierce personne. Alors, vous voyez que ça, Replica, aujourd'hui, ringardise un des premiers avatars de psychologues informatiques, SimCoach. Hein, là aussi, vous voyez, ça faisait plutôt penser à des jeux type Call of Duty, mais développés par la DARPA. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'avec les progrès, encore une fois, donc des technologies de machine learning, d'apprentissage effectivement non supervisé, ça va de plus en plus vite. Donc, je termine. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on en est? On en est sur, dans les 10 dernières minutes, hein, je suis désolé, peut-être que je vais mordre un petit peu si c'est possible. On est en train de réaliser un petit peu la prédiction de Kahneman qu'il avait exprimée il y a déjà effectivement pratiquement 20 ans, c'est qu'il estimait que plus on allait nourrir effectivement l'intelligence informatique, plus on donnerait une information complète, plus les logiciels progresseraient, plus les technologies seraient avancées pour prédire le comportement, au point où certains, et ça c'est la perception de Marcus Buller. Marcus Buller, c'est un des papes du MIT aujourd'hui, donc en intelligence artificielle, n'hésite pas à dire, lui, et je caricature très peu effectivement ses propos, que les algorithmes aujourd'hui, avec en plus les algorithmes de type auto-apprenant, on pourrait y revenir, c'est eux qui vont avoir l'alpha et l'oméga de la vérité et qu'à terme, on pourra parfaitement se passer des lois mathématiques comme des lois physiques. Donc, et c'est ça qui peut nous faire un petit peu frémir ou qui peut paraître un peu flippant pour nous de la vieille Europe, c'est que cette vision dystopique, hein, transhumaniste, elle n'hésite pas aujourd'hui donc à avoir leurs défendeurs, leur site de rencontre, leur congrès, même si, je vous rassure, elle ne fait pas l'unanimité, heureusement. Bien entendu, on peut citer le rapport de Cédric Villani. On ne peut pas l'accuser de ne pas aimer les mathématiques, mais en tout cas, lui commence à souligner un peu les dérives, ou en tout cas les généralisations un peu outrancières et peut-être les dérives. D'autres chercheurs, hein, en leur temps, alors Elon Musk est lui très ambivalent, vous le savez, mais Stephen Hawking n'hésitait pas à dire que l'intelligence artificielle était une menace pour l'humanité. Alors pourquoi? Parce que c'est la question du libre arbitre et de la fin du libre arbitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la place grandissante des interfaces, qui nous prennent de plus en plus en charge le risque, on tend de plus en plus, tranquillement, inconsciemment, à l'insu de notre plein gré, à déléguer des pans entiers de notre décision. Plus besoin de réfléchir, plus besoin de délibérer pour agir. Et que c'est ça l'illusion du mieux-être qui est actuellement vendu par les smartphones, par les réseaux sociaux, c'est qu'en économisant l'effort, en économisant la contrainte du raisonnement, on tend à véhiculer cette espèce d'un mieux-être, c'est-à-dire que pas de douleur, pas de doute. Donc, pas de douleur, c'est efficace, moins de charge mentale, pas de doute, je n'ai pas à réfléchir, à tergiverser, je me sens plus performant et je crois pouvoir penser, agir en liberté ou avoir plus de temps pour pouvoir libérer. Et ça, c'est un peu, grosso modo, le miroir aux alouettes que bon nombre de philosophes, de sociologues, accompagnés de discours, effectivement, de scientifiques, commencent à évoquer.
Mais j'aime bien utiliser cette phrase parce que c'est une phrase de Kant hein, dans son propos sur l'entendement de 1785, qui lui avait déjà un peu anticipé ça, hein, l'évolution de nos sociétés vers la paresse de l'esprit, vers l'affaissement de nos capacités cognitives. Et à l'époque, il n'hésitait pas à dire que la commodité de pouvoir proposer à tout instant donc, ce qu'on a besoin de faire vous permet effectivement de le dispenser de l'apprendre, et que si on se dispense d'apprendre des choses, donc de se les mettre tranquillement dans sa tête, et qu'on peut se les mettre dans sa poche, eh ben, on va perdre en capacité cognitive. C'est-à-dire que non seulement on s'aliène, on a une dépendance croissante à nos smartphones, fameuse neuroéconomie d'attention, mais on perd aussi progressivement la question du sens, la question de la singularité, puisque réfléchir, c'est pas uniquement prendre la décision, c'est que la réflexion construit la personnalité, elle nourrit effectivement l'histoire, elle nourrit aussi la subjectivité du sujet, et que ces décisions, qu'elles soient conscientes ou non conscientes, qu'elles soient volontaires ou involontaires, c'est ce qui fabrique le tissu de nos sentiments, c'est ce qui fabrique le tissu de notre identité, de notre individualité, et c'est ça qu'on risque peut-être de perdre, ou en tout cas qu'on risque d'aseptiser, d'assécher dans une espèce de standardisation à outrance, ou en tout cas de normalisation à outrance des solutions proposées par l'IA en santé mentale ou dans le bien-être. Même si c'est un peu des aspects un peu philosophiques proposés par certaines philosophies bouddhiques, pour ça qu'il y a un tel boom aussi des techniques de méditation et des applications de méditation. Mais ça a quand même un prix, ça a quand même une rançon. Et que aujourd'hui, la subjectivité, c'est aussi une carapace, c'est aussi la capacité à se protéger contre l'autoritarisme, contre la tendance effectivement à l'utilitarisme. Moi, je fais partie non pas des invisibles, mais ceux qui font de la résistance. Je ne veux pas utiliser les réseaux sociaux pour ne pas donner aux réseaux sociaux la capacité, à travers tout ce que je peux dire sur les réseaux sociaux, à savoir ce que je fais parfois à l'insu de mon plein gré. C'est ça un peu derrière, la charte un peu éthique, ou en tout cas la limite éthique ou morale de la transposition de ces technologies dans les sciences du comportement. C'est votre capacité aujourd'hui à pouvoir vous connaître paradoxalement mieux que ce que vous ne connaissez vous de votre personnalité. Et je vous renvoie tous sur le scandale de Cambridge Analytica. Aujourd'hui, on a des travaux très concordants pour dire qu'on peut, en quelques coups d'échange sur Facebook ou d'autres plateformes, identifier le sexe, l'âge, le niveau socio-économique, le degré effectivement d'éducation de la personne, et en fonction de ça, anticiper potentiellement ses centres d'intérêt, ses centres de choix, ses orientations sexuelles. Donc vous voyez qu'on donne sans se soucier de tout ça, plein d'informations sur ces réseaux, et que ça nourrit, encore une fois, les algorithmes, mais c'est que ces algorithmes orientent de plus en plus après vos choix, vos orientations, qu'elles soient philosophiques, politiques ou sociétales, et que c'est cet enfermement aujourd'hui qui est dénoncé ou qui commence à interpeller les personnes. Et puis, l'autre aspect, mais ça, c'est pas inintéressant pour nous en tant que philosophes, et je terminerai là-dessus, c'est le retour de l'aléa, c'est le retour des émotions et c'est le retour de l'échec. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle ne tient pas compte à la fois du changement des individus. On se reconstruit, on se modèle en permanence. On est comme des Rubik's Cube qui réagençons en permanence nos algorithmes en fonction de notre expérience vécue, de nos expériences de rencontres, de nos échecs et de nos réussites, ce que l'informatique et l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas. D'accord? Donc, cette promesse de l'ataraxie, hein, de la tranquillité, de la paix de l'âme, aujourd'hui, elle est quand même un peu l'opium nouveau, effectivement, donc, du peuple, que certains vont dénoncer. Mais si c'est une espèce de miroir et, déformant et un peu une espèce de vision moderne du miroir à la Belle au bois dormant, il ne faut pas minimiser quand même que les chercheurs avancent aussi et qu'eux-mêmes aujourd'hui sont en train de réintégrer la question des émotions, réintégrer la question de l'aléa, puisqu'on voit bien combien ça peut être parfois coûteux pour l'homme, mais combien ça lui donne aussi un degré de liberté. Ben, ils sont en train de le réinjecter dans des modèles plus complexes d'algorithmes, qu'on appelle maintenant ces algorithmes par approche compositionnelle, où ben, justement ils se sont rendus compte que quelque part le hasard peut aussi renforcer l'efficacité des logiciels. Mais bon, on a encore un petit peu de temps parce que le cerveau biologique, ben, il peut encore faire des choses que l'informatique ne peut pas, et notamment désambiguïser le contexte.
Et c'est pour ça que dans un processus, notamment d'accompagnement psychothérapeutique, l'ajustement permanent online et la capacité du thérapeute à ajuster son discours en fonction non pas des attentes de son patient, mais de ce qui lui paraît le plus souhaitable dans sa connaissance et dans l'expérience, on est encore loin de le mimer et que le risque de ces interfaces informatiques, s'ils sont utilisés seuls et s'ils ne sont pas utilisés en relais ou en accompagnement d'un accompagnement individuel, c'est qu'ils soient plus, encore une fois, enfermants et aliénants que réellement thérapeutiques. Bon, je passe parce que je termine. Donc, les vertus de l'éducation, c'est la capacité aujourd'hui non pas à perdre son libre arbitre, mais à bien redevenir l'arbitre libre de ses propres décisions. Donc, c'est toute la séquence éthique et la question des chartes aujourd'hui d'utilisation qu'il faudrait que certains appellent pour essayer de cadrer l'utilisation des réseaux sociaux, ou en tout cas le développement de ces outils à vocation diagnostic au sens psychiatrique du terme ou d'accompagnement vers le mieux-être, parce que ce n'est pas sans incidence sur le sujet. Voilà, j'en avais terminé, donc simplement en guise de take-home message, on est encore un peu loin et je pense qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle appliquée aux sciences du comportement, elle est plus artificielle qu'intelligente. Vous l'aurez compris, qu'on est là encore loin de la co-conscience et de la capacité à utiliser l'interaction et la simulation effectivement soi autrui. Mais j'alerte toujours sur le fait qu'on sous-estime, enfin on surestime très souvent les retombées de l'IA à court terme en santé mentale, mais je pense qu'on les sous-estime beaucoup à long terme et qu'il faut rester, à mon sens, vigilant et prudent. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai un petit peu mordu, je m'en excuse, comme on avait marché un petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'IA appliquée aux sciences du comportement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant et c'était vaste. Alors, je ne sais pas si le système de questions marche. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, il me revient la tâche difficile de te poser une ou deux questions, mais j'en ai 1000 en fait, parce que tu as abordé énormément de choses. Donc, je dois faire une sélection. Je vais commencer par une remarque. Quand tu montres les robots qui donnent la main aux patients Alzheimer, en tout cas qui accompagnent ces patients ou ces choses-là, c'est vrai quand on met ça en rapport avec le récent scandale Orpea, on se dit qu'on vit dans un monde qui tourne un peu à l'envers, quoi. On pourrait très bien mettre des humains auprès de ces vieux, leur payer un salaire et à la place, on investit dans des développements d'IA qui vont forcément faire un peu moins bien qu'une aide-soignante ou qu'un humain qui pourrait donner la main à ces vieux. Bon, ça c'était la remarque. Sur la question, j'ai une question à propos de ce que tu me montrais sur les scores qui permettent d'identifier, de distinguer schizophrène versus bipolaire, je crois, et qui faisait mieux, enfin qui prédisait ça, pardon, avec une efficacité redoutable de l'ordre de 88% ou quelque chose comme ça. Ma question était, quel est le gold standard? Est-ce que c'est un consensus d'experts? Et est-ce que finalement l'IA amène à découvrir des nouvelles entités nosologiques qui auraient été regroupées de manière historique par les experts de manière constructiviste et dans une habitude de rapprocher des patients qui se ressemblent un peu, là où l'IA serait capable de détecter des nouvelles entités? Alors, c'est la grande question et la question piège, j'ai envie de dire, et je te remercie de me la poser. Alors, la difficulté, c'est que ces études, elles sont toujours faites par rapport à une population de contrôle, mais la population de contrôle, c'est une population qui n'est pas la BAC standard, elle-même étudiée sur un modèle développemental qui serait considéré comme le gold standard. Donc, on peut toujours critiquer la question du biais de recrutement des populations de contrôle, tout comme on peut aussi critiquer la question des échantillonnages qui sont faits à travers les patients qui sont utilisés. Donc, la seule chose aujourd'hui qui se définit, et encore une fois, tu as vu, les ranges peuvent être assez larges entre les différentes études. Qui est poussé aujourd'hui, c'est qu'on a des études qui commencent à sortir et qui, alors, quand on fait ces études, notamment de suivi longitudinal, qui sont faites sur, on en avait à 5 000, 10 000, maintenant on a des études longitudinales qui tournent sur 800 000 sujets. D'accord? Et quand ces études longitudinales sont sorties sur 800 000 sujets suivis pour 5, 10 ans, là j'ai des choses en tête, mais plutôt côté sciences médicales que sciences comportementales, ça améliore considérablement la prédictibilité
et donc la sensibilité, voire même la spécificité effectivement des outils. Maintenant, comment après le réinjecter dans une population clinique et comment ramener ça à l'individu que tu vas avoir en face à face et comment trouver le hiatus entre ces red flags qu'on va devoir utiliser et intégrer dans nos schémas mentaux ou dans nos procédures d'analyse et voire même dans nos redéfinitions peut-être nosologiques, et ce que tu en fais cliniquement devant le sujet, c'est ça qui nous manque encore un petit peu. Parce que qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis pas, est-ce que tu lui annonces, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, comment tu vas justifier ça, surtout quand on dit qu'il y a des gens, que l'IA serait capable de repérer des mouvements émotionnels que la personne n'est pas capable elle-même d'identifier, tu vois, comme si quelque part il y avait une espèce d'inconscient, de lecture de l'IA sur l'inconscient auquel la personne elle-même échappe, tu vois. Donc, quelle légitimité peut-on donner à ça? Et je pense que c'est des débats qui sont aujourd'hui très sensibles sur la question éthique, sur la question de l'utilisation et de la généralisation et de la transposition de ces études en population clinique, voire en population générale. Mais tu as bien vu, hein, il y a des smart, enfin, il y a des applications smart et les gens, ils y vont, quoi. Ils n'hésitent pas, comme on l'a bien vu pour la question du génome, hein, tu peux effectivement aujourd'hui savoir de quelle origine tu es, à quel niveau de pourcentage tu peux avoir potentiellement de pathologie. Les gens, ils le font, ça c'est l'approche libertarienne, c'est-à-dire qu'on vous donne une information, libre à vous de la traiter comme vous le voulez. Mais si vous voulez de l'information, voilà, mais on ne te donne pas le guide de comment elle a été utilisée, comment elle a été cadrée, et potentiellement donc des biais qui l'animent. Et juste sur l'enjeu éthique de l'IA qui voit quelque chose que le patient ne voit pas lui-même, est-ce que c'est différent par nature de ce qu'on fait avec la neuroimagerie en psychiatrie? Est-ce que c'est les mêmes questions qui se posent ou est-ce que le fait que ce soit des choses normalement visibles mais qu'on ne voit pas change encore quelque chose dans la nature de ce qu'on fait? Oui, parce que tu donnes un accès. Alors, il y a des choses qui peuvent aujourd'hui se faire en corrélation de neuroimagerie fonctionnelle, donc, et on n'a pas une transparence de nos propres états mentaux. Ce que la machine aujourd'hui ou ce que l'IA aurait tendance à faire, tu vois. Donc, et la question éthique, elle est malheureusement, je trouve, très ou trop souvent évacuée, ou en tout cas banalisée, minimisée, parce qu'on est tellement fasciné par ça, tellement fasciné par les images d'IRM que l'on voit, que ces questions, elles sont évacuées. Or, elles sont fondamentales et il y a des gens qui commencent, et même des chercheurs eux-mêmes, effectivement, donc, en lien, hein, qui sont des pontes. Yann LeCun, on le connaît, mais il y en a d'autres, des Américains, qui commencent à dire attention quand même. On joue un peu aux apprentis sorciers et on fait dire parfois des choses à la machine qui sont un peu des générations outrances, mais alors, c'est la notion de prime directive, c'est ce qu'ils appellent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, il faudrait encadrer ou il faudrait donner une charte. L'idée, c'est pas de dire que les réseaux, il faut arrêter, ça sera difficile de faire marche arrière, mais il faudrait donner la capacité aux individus de signer quelque part une charte de bon fonctionnement de l'utilisation délibérée du type d'information qu'elle veut communiquer à travers les échanges Twitter, les échanges Facebook et co. D'accord? Parce que toute cette donnée, elle est traitée à l'insu des personnes. Hein. Chinois, on ne va pas le dire, voilà, ils n'ont pas du tout la même notion de l'individu, et eux, la question de cette intrusion, ça leur pose absolument aucun problème. Les Chinois sont capables, eux, d'accepter, de dire de manière collective, oui, pour notre tranquillité, la police, si elle peut prédire un comportement suicidaire ou un comportement délinquant, pas de souci, tu vois. Ça a été fait ou ça a été tenté sur la police à Los Angeles, ça a été arrêté là. Ça a été fait aussi à Chicago, ça a été arrêté. Les fameux logiciels prédictifs, hein, donc de police prédictive. Donc, mais cette question de la charte, d'abord, combien de pages elle aurait? Est-ce qu'elle en aurait 150? Est-ce qu'elle en aurait 2? Quelle serait la capacité des gens à mesurer des implications? Donc, ça, quand même, ça veut dire qu'il y a aussi une complexité du débat, du discours, la connaissance qu'ils ont aussi de la technologie derrière, qui est redoutable. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on veut donner de soi sur les réseaux? Je pense que l'enjeu, il est là. C'est pour ça qu'il y a des gens dont je parlais de la philosophie utilitariste. Moi, je me définis comme inutile. Inutile au sens que je ne veux pas donner d'informations de moi sur les réseaux. Je ne veux pas forcément être invisible, c'est-à-dire que je peux utiliser 2 ou 3 informations par Twitter et co, mais je ne vais pas étaler mon week-end, ce que j'aime pas. Enfin, c'est pas une critique, hein, c'est éminemment respectable pour ceux qui le font, mais je ne sais pas si toutes les personnes sont au courant ou mesurent à chaque fois toute l'information qu'elles donnent d'elles à l'insu de leur plein gré, quoi.
et qui sont encore une fois moulinés et qui améliorent de plus en plus ces fameux logiciels qu'après on veut transposer, bien entendu, sur la question donc, de la santé mentale. Et je te pose une dernière question, après je libère tout le monde. Actuellement, dans ton service, il y a des essais cliniques avec des outils d'IA ou des choses comme ça, où tu souhaites en développer? Alors, ça serait... il y a un projet qui est actuellement donc, porté par une start-up Cibus, mais qui est une spin-off qui dépend du CNRS, en lien avec Angela Chirigu de l'Institut des sciences cognitives. Une interface digitalisée qui est une transposition de l'eye tracking, donc les techniques d'exploration oculomotrice, qui est transposée sur une tablette digitale et où l'enfant, sur sa tablette, défloute une image et on analyse à la fois sa stratégie d'exploration et en fonction du type d'image, les techniques qu'il utilise. Et là, on s'en sert aujourd'hui pour améliorer les techniques de dépistage différentiel entre les enfants qui ont des troubles du spectre autistique versus les enfants qui ont des troubles difficiles de l'attention. Et c'est vrai que derrière, il y a un algorithme, parce que l'intelligence de la machine, c'est un algorithme. Hein. Il y a une publication qui est sortie dans Nature en 2019 par l'équipe de Guillaume Lillot, et c'est de traiter toujours pareil du grand groupe, c'est-à-dire que plus on va généraliser, plus on va améliorer l'information, plus on va améliorer les techniques. Et là, on va transposer cet outil avec la recherche de biomarqueurs neurodéveloppementaux sur une population d'enfants grands prématurés, mais suivis de manière longitudinale, parce que ça va donner justement un ABAC intéressant sur une population clinique, certes, mais qui, elle, est assez fiable parce qu'elle est screenée en long en large pendant des années et on pourra effectivement mesurer. Mais l'objectif, derrière, et on voit bien le discours des ingénieurs qui sont derrière, c'est on y va, quoi. On généralise à tout va parce que plus on va traiter du flux, plus on va traiter effectivement de l'information, plus on va traiter de la data, plus on sera performant et plus le logiciel sera performant. Donc, il y a derrière un backup, effectivement, d'IA qui est clairement posé, oui. Ok, bon. Merci beaucoup, Pierre. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci de votre attention. Ouais, peut-être qu'on a toujours envie d'en dire plus. Il faut toujours se limiter parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, mais voilà, j'espère que j'aurai intéressé donc, et que j'aurai pas perdu trop de monde. Ok. Ah non, je pense pas. Le prochain mardi de la CIA, ce ne sera pas en début juin, ce sera début juillet et on parlera d'Anapat, ce sera le 5 juillet si mes souvenirs sont bons. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.